Bonjour, bienvenue dans la série sur la mécanique quantique. Donc nous allons voir maintenant les modèles pour le ferromagnétisme. Alors le modèle le plus complet est le modèle d'Heisenberg, qu'il a imaginé en 1928. Alors ça consiste à décrire l'hamiltonien comme la somme de G, donc la somme sur tous les atomes magnétiques de G mu B fois B fois sigma I, c'est l'énergie d'interaction entre les ions magnétiques et le champ magnétique extérieur, plus 2 fois la somme sur toutes les paires d'atomes de JIJ fois sigma I, sigma J. Et ceci traduit l'énergie de l'interaction d'échange entre spins. À partir de là, on peut définir notamment la fonction de partition dite canonique, qui est la somme sur tous les états R de E exposant moins bêta H, R, donc on prend la moyenne dans chaque état quantique R, donné par M1, M2 jusqu'à M grand N atomes, où les MI prennent les 2S plus 1 valeurs pour un spin S. Et à partir de là, on pourra en principe obtenir l'aimantation, la chaleur spécifique, etc. Malheureusement, les calculs sont trop difficiles. Il n'y a pas de solution analytique, donc il faut utiliser diverses méthodes, par exemple des méthodes approchées, qui introduisent diverses approximations pour résoudre le problème. Alors, par exemple, on définit un certain nombre de grandeurs qui aident dans l'élaboration des modèles, ou compréhension des modèles. D'abord, MS, qui est donné par N, le nombre d'atomes, fois S, fois G mu B. C'est le moment magnétique de saturation, celui obtenu lorsque tous les spins sont alignés. On définit également une quantité W, qui est la somme sur tous les atomes différents de I, de JIJ. En fait, le résultat ne dépend pas de I. Et si on considère que les Z plus proches voisins d'un atome, on obtient W égale Z fois J. On définit également une température θ, telle que Kθ est égale à 2 tiers S fois S plus 1 fois W. En fait, il s'avère que θ, dans ce modèle, le modèle d'Heisenberg, n'est rien d'autre que la température de Weiss. Alors, pourquoi ce modèle est-il trop compliqué à résoudre? Mais le problème vient du produit ici, du produit entre les opérateurs de spin. Ça donne un opérateur hamiltonien qui est non linéaire et donc beaucoup plus compliqué à manipuler. Pour essayer de rendre l'hamiltonien linéaire, on peut faire une approximation et on peut remplacer le produit sigma I fois sigma J par sigma I fois un sigma bar constant plus sigma I fois sigma J moins sigma bar fois sigma bar. Alors, ce sigma bar, c'est la moyenne des sigma I et il est obtenu par M sur M G mu B, c'est-à-dire encore S fois M sur MS égale S fois R, où R est appelé aimantation réduite. Cette méthode, où on remplace le produit par ceci, est appelée méthode du champ moléculaire. On peut montrer que la méthode est d'autant meilleure que le nombre de proches voisins d'un atome est le plus élevé. Donc ça, pour certaines structures cristallines, ça peut donner de bons résultats. À partir de là, donc, on obtient un nouvel hamiltonien linéaire qui est équivalent à un ensemble de spins
sans interaction entre eux, et qui seraient plongés dans un champ effectif, un champ magnétique B effectif, égal à B plus BW, qui est égal à 2WS sur G mu B R, et qui est appelé champ moléculaire. La méthode d'approximation ici est donc appelée méthode du champ moléculaire. À noter qu'elle fut imaginée par Weiss en 1907, avant le modèle de Heisenberg, et sans faire appel à la mécanique quantique. Donc c'était une méthode non quantique au départ, puis qui fut adaptée au modèle en mécanique quantique. On effectue des calculs, on peut alors calculer la fonction de partition canonique, on en tire l'énergie libre, on en tire l'aimantation. En fait, à partir d'une équation qui se résout graphiquement, mais peu importe. Cette résolution permet de calculer les courbes de l'aimantation en fonction du champ magnétique appliqué pour diverses températures, ou l'aimantation en fonction de la température. Et des courbes que nous avons vues dans l'étude expérimentale. Et effectivement, qualitativement, ça donne des courbes correctes. En particulier, pour le magnétisme en fonction de la température, on observe en champ nul une aimantation qui s'annule à une température critique, et pour des champs plus élevés, une aimantation qui perdure dans le domaine paramagnétique. Donc cette méthode semble donner de bons résultats qualitatifs. Parce que si on calcule la température critique, on obtient qu'elle est égale à la température de Weiss. Ce qui est différent de la situation expérimentale où la température critique est toujours nettement plus petite que la température de Weiss. De plus, si on calcule les coefficients critiques, on obtient gamma égale 1, bêta égale 0,5, gamma égale 3, et en calculant la capacité calorifique, on obtient non pas la courbe qu'on avait vue, mais une courbe comme ceci avec une discontinuité à la température critique. Donc, qui correspond à alpha égale 0. Donc, les exposants critiques sont fort différents des résultats expérimentaux. En fait, la méthode qualitativement correcte, mais elle prévoit une aimantation spontanée, ce qui est déjà remarquable, mais elle ne reproduit pas bien les comportements à basse température ou au seuil au niveau de la température critique. Ceci est dû au fait que dans la méthode du champ moléculaire, on néglige les corrélations entre proches voisins. En fait, dans la phase ferromagnétique, il y a un ordre longue distance qui se forme, les spins sont plus ou moins bien alignés, ils tentent à être parfaitement alignés au zéro absolu, il y a un ordre longue distance, ordre qui disparaît dans le domaine paramagnétique. Mais il reste une légère corrélation sur quelques atomes de distance. L'ordre de longue distance disparaît, mais il reste une corrélation courte distance qui influe sur le comportement au voisinage de la température critique. Et l'approche moléculaire néglige ça. On peut faire différentes études autour de ça. Par exemple, essayer de travailler avec un nombre de dimensions différents. Un cristal a normalement 3 dimensions. On fait souvent l'approximation à une dimension, mais on peut essayer aussi de calculer, voir qu'est-ce que ça donnerait, par exemple, à 4 dimensions ou 5 dimensions. Et on verra, par exemple, que quand la dimension est supérieure à 4, l'approximation moléculaire devient parfaite. En fait, on retombe sur le modèle de Heisenberg. Ceci est dû au fait qu'avec un grand nombre de dimensions, le nombre de voisins de l'atome augmente, ce qui améliore la méthode du champ moléculaire. On peut aussi essayer d'améliorer la méthode, c'est ce qu'ont fait Bethe, Peyers et Weiss en utilisant une approximation qui consiste à considérer les interactions
entre proches voisins et à ajouter pour le reste du cristal une méthode de champ moléculaire. On peut encore compliquer l'approche en utilisant les deux plus proches voisins, etc. par couche. Avec des calculs qui deviennent très lourds. Ça donne des résultats nettement meilleurs, en particulier une température critique qui est différente de la température de Weiss, et une chaleur spécifique qui ne s'annule plus brusquement à la température critique. Ça reste des modèles fort compliqués. Alors dans la prochaine vidéo, nous verrons des modèles simplifiés. Ceux-ci ont un intérêt d'une part théorique, et utilisés dans les études des phénomènes critiques, et d'autre part, ils permettent d'un peu mieux appréhender, d'un peu mieux comprendre ce qui se passe dans le phénomène du ferromagnétisme. Je vous remercie.